Serti comme des émeraudes dans l'océan Indien, l'archipel des Seychelles est un paradis terrestre pour l'homme. Mais perdu au-delà des limites, isolé dans un vide immense, il existe un atoll que l'homme a oublié. C'est un des endroits les moins accessibles et les plus dangereux du monde. C'est aussi un extraordinaire musée vivant. C'est l'île légendaire d'Aldabra. Pendant des siècles, Victoria, la capitale des Seychelles, a été un carrefour pour les navigateurs. C'est ici que les marchands indiens, persans et arabes, comme les corsaires et boucaniers français et anglais, cherchaient refuge pour réparer leurs bateaux endommagés par les cyclones de la région. Aujourd'hui, le sloop Aquarius se prépare pour un voyage qui peut s'avérer périlleux. Il faut ravitailler Aldabra, l'île interdite. L'autorisation du gouvernement des Seychelles pour se rendre à Aldabra est rarement accordée. Le scientifique britannique John Collie s'est débrouillé pour faire la traversée. Mais tout comme l'équipage, il fait l'objet d'un contrôle minutieux. Il faut dissuader ceux qui sont téméraires ou inexpérimentés. Trop de bateaux sont partis à leur perte dans les eaux d'Aldabra. Ce voyage a été autorisé afin d'apporter de l'eau, de la nourriture et du courrier à l'équipe qui veille sur l'île et qui vit dans des conditions aussi austères que sur une station lunaire. L'Aquarius se dirige au cœur d'une zone où généralement les cyclones font ravage. Mais aujourd'hui, les conditions sont parfaites, le vent souffle et la mer est calme. Le cap est mis sur le sud-ouest pour une des plus spectaculaires croisières au monde. Cinq jours durant, l'Aquarius suit sa route le long de l'archipel des Seychelles, se frayant un chemin entre les récifs, passant tout près d'îles comme celle de Robinson Crusoe. Bientôt, le capitaine va virer vers le large. La navigation doit être précise, car il serait facile de dépasser Aldabra et de se retrouver quelques jours après sur la côte africaine. Philippe Marzocchi, capitaine de l'Aquarius, son second, et Étienne le cuisinier, doivent profiter du voyage pour faire des stocks de nourriture pour le camp d'Aldabra. L'eau chaude des Seychelles regorge de multiples variétés de poissons, des capitaines rouges, des vieilles, des bourgeois et bien d'autres. Ici, vous n'avez qu'à laisser traîner une ligne pour recueillir les richesses de l'océan. Cette fois-ci, l'équipe passe au-dessus d'un banc de barracuda, mais ici, quasiment tout est comestible. Yeah, but some nice steaks there. Comment tu vas préparer ça, ou Étienne va préparer ça comment alors? Étienne va préparer ça. Je sais pas s'il est dans les fours ou L'un ou l'autre? De toute façon, ça va être bon. Hein. Dans les fours, avec un peu de vin blanc. John Collie, le biologiste, consacre sa vie à la protection de la nature sauvage d'Aldabra. Il projette un contrôle des espèces menacées d'extinction. Il n'aura que 3 jours à Aldabra et doit bien se préparer. Trois journées en mer depuis Victoria et l'Aquarius atteint le groupe d'Alphonse. Recouverte de plantations de noix de coco ou creusée par l'extraction du guano, ce sont les dernières îles peuplées que l'on rencontre. Philippe doit contourner un labyrinthe de récifs, s'engageant dans des chenaux étroits avec des noms tels que le passage de la mort.
La quille évite de justesse le corail tranchant. En ce lieu tant réputé pour ses contre-courants et bancs de sable mouvants, il faut beaucoup de prudence. Hold on tight, huh? Hold on. Enfin au large, l'Aquarius peut naviguer sans entrave vers Aldabra. Mais il reste encore 2 jours de soleil agressif et aveuglant où le mercure va grimper au-dessus de 40 degrés. L'arrivée de frégates et de fous à la recherche de nourriture signale que l'île d'Aldabra, leur sanctuaire, n'est pas loin. Nous pénétrons un monde étrange qui est leur royaume. La raison pour laquelle ils se trouvent ici, c'est que l'eau qui sort de la passe Uaro est très nutritive. Et les fous se nourrissent de cette eau venant du lagon. Et voilà toutes ces frégates qui tournent autour, attendant le moment où les fous reprendront leur vol pour les attaquer et rattraper les poissons qu'ils auront lâchés. Les bancs de dauphins viennent aussi se nourrir dans ces eaux. Ils sont intrigués par cette intrusion de l'homme, si rare dans ces lieux. Et soudain apparaît ce mystérieux reflet vert dans le ciel qui annonce l'île d'Aldabra. Les navigateurs arabes avaient déjà noté ce phénomène très particulier en 915. Ils surnommèrent l'atoll Al-Qadra, la verte. Philippe doit maintenant affronter sa plus rude épreuve de marin. La plupart du temps, la météo et les marées interdisent l'accès à Aldabra. L'homme est tenu à distance dans la baie. Même si les conditions aujourd'hui sont favorables, les coraux acérés écorchent la coque, les courants sont imprévisibles et les vents capricieux. Dans des conditions autres qu'une mer calme, il est impossible de voir cet atoll sans relief. Il n'émerge que de quelques mètres au-dessus de l'eau et d'innombrables bateaux l'ont déjà heurté. Mais pour John Colley, ces dangers ne peuvent l'emporter sur l'excitation de son retour à Aldabra, l'extraordinaire. J'ai passé presque 2 années à Aldabra. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Je reviens ici pour une 3e fois pour un court séjour. Si vous travaillez à Aldabra pendant 2 ans et vous la quittez, vous laisserez toujours un peu de votre cœur à Aldabra. Et c'est bon d'être de retour. L'arrivée sur l'île évoque une sorte d'avant-poste du bout du monde. Il n'y a ni eau, ni terre. Pour l'homme, la simple survie est un exploit. Les stocks de nourriture fraîche ainsi que les nouvelles des familles sont les bienvenus. La dernière venue d'un bateau remonte à plus de 3 mois. Tony Morel est l'administrateur de l'île. Sa mission est l'étude de l'atoll et la préservation de l'un des plus grands lagons du monde, de plus de 120 km de pourtour, formé des rebords d'un volcan sous-marin couronné de corail vivant.
La base est toute petite, c'est uniquement en réduisant au minimum l'impact de l'homme ici que l'écosystème demeure inaltéré. John lit les lettres des femmes et des enfants de l'équipe. Il se renseigne sur les tortues vertes tant menacées, sa principale préoccupation. Plus tard, il ira voir lui-même les lieux de ponte. Il y a un rythme de vie ici qui établit l'équilibre entre l'étude et la protection de la nature et les routines de survie. L'équipe fait son pain tous les 2 jours. La consommation de crabes, d'écrevisses et même de noix de coco est interdite malgré leur abondance. Il n'y a pas de légumes. Les insulaires mangent du pain, du riz et du poisson le matin, du poisson, du riz et du pain le soir. Les visiteurs ont apporté de la nourriture car toute pêche n'est possible qu'à 1 heure de voile d'Aldabra. L'équilibre naturel des espèces en dépend. Les poissons pêchés au large sont salés et séchés au soleil, puis stockés. Pour travailler ici, il faut s'engager à fond et accepter les conditions de vie rudimentaires. Normalement, on a un contrat d'un an. Pour l'instant, on est un site. J'ai un ingénieur, moi-même, un cleaner, un cuisinier, un boatman et un guide. Un centre de recherche météorologique étudie les origines des grands cyclones et fournit des statistiques sur l'évolution des climats et l'intensité solaire. Le niveau de la mer est constamment surveillé pour mesurer le réchauffement de la planète, mais c'est le manque d'eau de pluie qui pose ici le plus de problèmes. Pas de l'eau de souche. Là-bas, alors, on fait des dallots avec la maison et quand il plie, on équipe tout l'eau, on met dans les barriques comme ça. Et tous les mois, on vérifie, on met des chlorines dedans pour les moustiques. Pour la saison de sèche, on a des bassins à Picard. Et on remplit des barriques avec le gros bateau, on ramène et on les ici. Par le passé, l'homme a essayé de dominer et exploiter Aldabra, mais il a échoué. Les rêves de plantation de noix de coco et de mangue, comme ceux du commerce du bois, sont morts en même temps que les hommes qui ont osé défier les éléments ici. Ils sont tombés, victimes de la soif ou de la foudre, et reposent à côté des victimes de naufrages et d'attaques de pirates. Il est presque impossible de se déplacer à pied au-delà des limites du camp. Les rochers pourraient mettre en lambeaux les bottes les plus solides. Le sol dissimule des gouffres qui plongent directement dans la mer. L'atoll est un énorme piège pour l'homme. Ce n'est qu'en bateau que la vie d'Aldabra peut être étudiée. La profondeur du lagon varie entre 50 cm et 2,50 m selon la marée et la saison. L'incursion dans ce monde secret et sauvage exige une préparation très précise. L'érosion du corail sous la forme d'étranges champignons renforce la sensation d'être sur une autre planète. À 2 heures du camp, c'est un royaume d'oiseaux très rares à faire rêver la plupart des ornithologues. C'est à Tony de découvrir leur lieu de prédilection pour y emmener les scientifiques. Il y a 1 million de frégates et de fous, mais également des râles, des ibis sacrés, des aigrettes, des hérons cendrés. Les mangroves impénétrables et les forteresses de corail défendent leur environnement contre les intrus. C'est ainsi que ce musée vivant peut rester intact.
sait quand il faut avoir peur ou non. Il peut même jouer avec un petit requin dans le lagon pour démontrer qu'un requin rassasié n'attaque pas l'homme. John va désormais passer 2 jours à contrôler la population d'une espèce qui a survécu depuis la préhistoire, mais menacée d'extinction depuis le siècle dernier, suite à une chasse acharnée. Voilà l'habitant le plus célèbre d'Aldabra, la tortue géante d'Aldabra. On est ici à Grande Terre, où ces reptiles préhistoriques survivent en très grand nombre depuis plus de 118 000 ans. On estime à plus de 150 000 le nombre de tortues qui vivent en liberté à travers Aldabra. C'est vraiment un spectacle étonnant. Celle-ci est plutôt petite. Elle a à peu près 25 ans. On détermine son âge en comptant avec attention les anneaux de croissance sur une écaille. On commence au milieu et on compte vers l'extérieur pour avoir l'âge approximatif d'une tortue. Les plus grandes atteignent presque 200 kg. Celle-ci pèse environ 25 kg, elle est assez petite. Si on la met sur son dos, on voit par sa carapace aplatie que c'est une femelle. Les mâles, eux, ont une carapace très concave qui facilite l'accouplement. La queue de la femelle est aussi beaucoup plus petite que celle du mâle. Il y a eu une époque où ces tortues géantes d'Aldabra habitaient toutes les îles des Seychelles. Mais à la fin du XVIIIe siècle, leur nombre a diminué radicalement en raison des marins européens venus du Portugal en route pour l'Orient ou le Moyen-Orient, qui faisaient escale aux Seychelles pour réparer leurs bateaux et se réapprovisionner en eau et en vivres. En effet, si elles ont été capturées, c'est parce qu'elles peuvent rester plusieurs semaines sans boire ni manger. Les marins les regroupaient par centaines pour les stocker sur les bateaux, retourner sur leur dos. Sur leur dos, comme ça, les rendant complètement immobiles. Les marins remplissaient ainsi la soute des bateaux de tortues vivantes pour assurer des provisions de nourriture pour de longues semaines en mer. Ces tortues pourraient bien être centenaires. Certaines ont plus de 150 ans et étaient peut-être là quand Darwin lui-même luttait pour arrêter leur massacre. En 1835, elles ne survivaient qu'à 2 endroits sur Terre, aux Galapagos et sur Aldabra. Les scientifiques de plusieurs pays ont soutenu Darwin dans cette première campagne mondiale pour la sauvegarde d'une espèce. La seule menace aujourd'hui pour la communauté des tortues géantes vient des chèvres sauvages abandonnées par d'anciens habitants et qui mangent la végétation du sol dont les tortues ont besoin pour se nourrir. Le temps change en un instant dans ce coin de l'océan Indien. Tout le monde retourne au camp. Un cyclone est improbable, mais personne ne veut se retrouver sans abri, même dans un orage tropical de moindre importance. Philippe doit faire un rapport sur la situation écologique du monde sous-marin d'Aldabra et fournir des images aux biologistes marins. Cousteau est venu dans ses eaux sur son bateau laboratoire, la Calypso, pour le tournage du Monde du Silence, un des plus beaux films jamais tournés sous la mer.
La température de l'océan reste à 30 degrés. L'eau est riche en substances nutritives. La chaîne alimentaire est hautement développée et cet écosystème marin coexiste en parfaite harmonie avec l'écosystème terrestre. Soudain, une tortue verte passe à toute allure. Sa silhouette effilée fait d'elle une excellente nageuse. La survie de cette espèce est encore très précaire et sa rare présence ici sera signalée à John Colley qui va rechercher des femelles en ponte sur les plages d'Aldabra. Mais il faudra attendre encore 1 heure ou 2 jusqu'à la nuit. Et c'est alors que le reptile le plus précieux du monde arrivera sur la plage. La recherche des tortues vertes peut alors commencer. Mais c'est une autre créature nocturne d'Aldabra qui capte d'abord l'attention des biologistes. Une espèce de plus qui a pratiquement disparu de l'océan Indien. Si vous vous promenez la nuit sur Aldabra, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est le coconut crab géant, ou le sipai, comme on l'appelle ici. Ce crabe nocturne peuple Aldabra par milliers. Celui que vous voyez là recherche sa nourriture principale, la noix de coco. Mais ce crabe se nourrit de tout, de la viande morte, du poisson. Il mange tout ce qui traîne à Aldabra. Mais son aliment principal est la noix de coco qu'il décortique avec ses terribles pinces. Je vais vous faire une démonstration. Vous voyez les énormes pinces devant? Ces choses sont très puissantes. Et si vous vous y faites pincer le doigt, ça va faire très mal. Ces crabes d'Aldabra sont plutôt terriens. Ils pondent leurs œufs dans la mer, mais c'est leur seul rapport avec elle. Ensuite, ils nagent en attendant l'éclosion des larves pour revenir sur la terre où ils passent le reste de leur vie. Par ailleurs, il existe 2 colorations différentes. Celui-ci est rouge, on en trouve d'autres comme celui-là qui sont bleus. Mais à part leur couleur, ils sont exactement pareils. Pour la tortue verte de mer, Aldabra a toujours été une Mecque. Depuis les temps les plus lointains, ces tortues venaient en très grand nombre sur les plages d'Aldabra pour pondre leurs œufs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que 2000 de ces reptiles qui reviennent chaque année pour pondre sur Aldabra, à cause des massacres perpétrés par les humains dans le passé. Pendant la saison des amours, ensemble, le mâle et la femelle arrivent du canal du Mozambique où ils se nourrissent pour s'accoupler ici, à Aldabra. La femelle vient sur la plage, mais le mâle reste au large. Il ne participe pas à la ponte ni à la protection des œufs. Ces jeunes tortues nageront jusqu'à 1600 km de ces plages, mais les femelles reviendront exactement au même endroit pour pondre leurs œufs dans 8 ans. Un processus de navigation que les scientifiques cherchent encore à comprendre. La mer fait tout pour protéger ses œufs, mais seulement 5 sur 100 survivront.
La moyenne de ponte ici est de 125 à 130 œufs. Quand la tortue a terminé, elle commence à recouvrir de sable les œufs avec grand soin. Elle y prête tant d'attention, c'est incroyable. Elle veille à ne pas toucher les œufs du tout avec ses nageoires. Si aussi peu de tortues vertes survivent aujourd'hui, il faut mettre en cause l'avarice et la cruauté des hommes. La chair de tortue et la soupe de tortue ont été si appréciées et ont subi une telle inflation que les méthodes d'abattage sont devenues brutales et systématiques. En effet, jusqu'à récemment, plusieurs gouvernements ont montré un mépris total envers la vie sauvage d'Aldabra. En 1962, l'Angleterre et l'Amérique avaient planifié de raser la surface de l'atoll avec tout ce qui y vit pour construire une base aérienne stratégique. Une mobilisation désespérée de dernière heure des scientifiques du monde entier a pu sauver des milliers d'espèces de l'extermination. Aujourd'hui, Aldabra appartient à l'humanité entière, grâce à une donation du peuple séchellois à l'UNESCO. Mais cependant, certains parlent d'un tourisme restreint orienté vers la science. Ceux qui protègent Aldabra s'inquiètent déjà, mais des contrôles rigoureux ont été promis. John Collie et les autres biologistes qui débarquent à Aldabra veulent que ce musée vivant devienne autre chose qu'un lieu de dernier espoir de survie. Ils le voient comme un sanctuaire où les espèces pourraient se rétablir et prospérer comme l'a fait la tortue géante. Leur tâche va exiger des décennies de travail. En attendant, ils souhaitent qu'Aldabra demeure l'île que l'homme, le prédateur, a oublié.